Merci, professeur Rawedi. Alors, je récapitule. Vous venez d'énumérer 9 mesures urgentes pour le nouveau gouvernement qui sera mis en place. Vous en avez détaillé quelques actions, quelques mesures ou quelques approches de mise en œuvre par rapport à ces 9 points. Mais il y a le deuxième point qui est le développement des régions de l'intérieur qui m'a interpellée. C'est un point sur lequel je travaille. Donc, vous avez parlé de l'originalité ou l'avantage compétitif des régions, les spécificités régionales. Vous avez parlé des ESS, des économies sociales et solidaires. Vous avez parlé de la valorisation par des activités de multifonctionnalité ou de valeur ajoutée sur les filières et sur les activités. Par contre, je ne sais pas si c'était volontaire, en aucun moment, vous avez parlé de la décentralisation des régions, vous avez parlé d'un zonage, d'une révision du zonage, de la délimitation des zones, mais en aucun moment vous n'avez prononcé le mot territoire. Est-ce que votre approche par rapport à cette mesure urgente se limiterait à un découpage conventionnel qu'on a toujours adopté en Tunisie, qui est le découpage administratif, et donc arrivant à la fin au niveau à l'échelle des communes, ou est-ce que pourquoi ne pas avoir parlé de territoire dans votre approche et dans vos mesures urgentes? C'est tout simplement un problème de terminologie. Chez nous autres économiques, nous désignons par région ce que vous désignez, vous autres géographes et urbanistes et agronomes par territoire. Mais c'est la même chose, ça recoupe la même dimension, c'est le développement territorial ou régional, dans sa globalité signifie la même chose. Et la notion de territoire n'est pas consacrée dans le dispositif ou dans le référentiel terminologique tunisien. En Tunisie, nous avons les régions, nous avons Al-Iqlim, le district. Et le territoire tunisien. Le territoire tunisien, c'est toute la Tunisie. C'est donc la superficie géographique, moins les enclaves étrangères en Tunisie, plus les enclaves tunisiennes à l'étranger. Merci. Alors, par mesure de gouvernance locale, est-ce que vous préférez qu'on prenne la pause café maintenant et on enchaîne sur la deuxième partie, ou est-ce qu'on enchaîne directement avec la pause café, la deuxième partie, et puis le débat et la pause café et le débat? On s'arrête, pause café. Alors on prend 15 minutes, 15 minutes fermes, parce que les 15 minutes d'intervention de Sissem ont évolué à 30 minutes. Alors nous allons reprendre avec, après le bon gâteau, le bon thé et les bons makroud, et les cigarettes aussi pour certains, pour les vendus. Nous allons reprendre avec cette passionnante deuxième partie de la conférence du professeur Semir Rawedi qui va porter sur les priorités à terme, après le passage en revue des 9 priorités urgentes recommandées pour le nouveau gouvernement tunisien. Donc, professeur Rawedi, vous aurez 20 minutes, j'espère, pour nous exposer ce que vous recommandez en termes de priorités à terme, à moyen et à long terme, pour le nouveau gouvernement. D'accord. Donc, j'appellerai des priorités à terme celles qui, moyennant une volonté politique ferme et sincère et une mise à disposition des moyens financiers et humains nécessaires, pourraient être mises en œuvre dans un délai raisonnable de 4 à 5 années. La première de ces priorités
c'est la modernisation de l'administration publique. C'est une condition sine qua non à la réussite de toutes les autres réformes, parce que, contrairement à une idée reçue, le processus de libéralisation de l'économie tunisienne n'a pas considérablement modifié l'influence de l'administration sur les activités économiques. Cette modernisation devrait être mise en œuvre en respectant certains principes. Maintenant, on parle du gouvernement ouvert, de l'open gov, de la numérisation, de l'accès à l'information, de la bonne gouvernance, notamment la redevabilité des responsables, de la gestion par objectif, il y a d'autres types de gestion, de la rétention des compétences moyennant des incitations avec des systèmes de récompense-sanction, parce que le système de salarisation de la fonction publique est tel qu'il ne peut pas retenir des compétences, et l'autonomie relative de l'administration par rapport aux politiques. La deuxième réforme à terme, c'est la restructuration des systèmes productifs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Je pense à 4 vecteurs de cette restructuration qui sont des politiques sectorielles publiques qui traduiraient des choix, des ambitions de l'économie tunisienne à terme, des politiques sectorielles publiques et des stratégies privées reliées à ces grands choix avec des choix ambitieux et audacieux. Je pense qu'à terme, nous pouvons rêver, nous pouvons espérer aboutir à une industrie assez intégrée, compétitive et peu dépendante des importations, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous pouvons espérer aboutir à une agriculture assez diversifiée, assez moderne, et à un mode d'exploitation intensif. Nous pourrons espérer aboutir ou transformer le secteur touristique tunisien en secteur de prestation de services nouveaux, intelligents, bio, assez autonome par rapport aux tours opérateurs et réellement rapporteur de devises. Le deuxième vecteur, c'est une économie basée sur 3 secteurs marchands. Un secteur public stratégique, innovateur, facilitateur, un secteur privé compétitif et un secteur mutualiste, et social et solidaire. Nous pouvons développer un avantage comparatif pour attirer des investissements directeurs, des investissements directs étrangers, en faisant valoir nos compétences, notre savoir-faire et non pas nos bas salaires. Et nous pouvons aboutir à un tissu industriel d'envergure avec des entreprises privées résilientes et audacieuses et des entreprises publiques innovantes, promouvant les activités qui demeurent loin de la portée des opérateurs privés dans les nouvelles technologies, dans le développement des produits, dans la recherche, etc. La troisième réforme à terme, c'est la restructuration stratégique du secteur public en harmonie avec les orientations et la restructuration des systèmes productifs publics que j'ai annoncés. 5 soucis majeurs animent ma réflexion. D'abord, la déroute des banques publiques. Je pense qu'une réforme devrait préserver la propriété publique du capital, du moins la propriété publique majoritaire. Donc il peut y avoir donc, des actionnaires privés dans les secteurs bancaires publics, mais adopter le mode de gestion du marché ou la gestion privée. Outre les banques publiques, c'est les entreprises publiques actuellement en déroute. Je pense aux entreprises publiques du secteur marchand qui devraient se conformer aux règles et aux normes de la concurrence, tant en termes de charges qu'en termes de résultats. Troisième vecteur, c'est les prestataires de services publics. Je pense à tous les organismes publics de prestation de services marchands, comme la STEG, comme la SONED, où on déplore
un coût de l'inefficience qui est facturé aux utilisateurs et aux entreprises. Quatrième axe, c'est généraliser les règles de la bonne gouvernance dans le secteur public et surtout le principe de la redevabilité des responsables et généraliser ce que j'appellerais des configurations incitatives telles que les systèmes de récompense sanctions. Quatrième axe, c'est promouvoir un secteur d'économie sociale et solidaire pour mutualiser les moyens et faciliter l'accès au marché de financement, d'approvisionnement et d'écoulement. Les domaines prioritaires pourraient être les petits métiers, les petits pêcheurs, les agriculteurs, l'artisanat, etc. Il lui faut pour cela un cadre juridique approprié, spécifique et souple, un financement spécifique avec garantie de l'État. Et je pense que le dernier congrès national de l'emploi a consacré un atelier à ce thème et il y a des inputs et des recommandations assez intéressantes qu'il faudrait mettre en œuvre. Le cinquième axe, c'est la mise à niveau du système de la formation professionnelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un certain déficit latent de compétences. Il faut soigner la réputation de la formation professionnelle qui demeure entachée d'appréhension et de mauvaise réputation comme étant donc le recours des déchets scolaires essentiellement. Il faut que le secteur de la formation professionnelle soit capable de promouvoir professionnellement les apprentis et de les valoriser socialement. Mettre en œuvre la stratégie déjà arrêtée depuis 3 années. Il y a une stratégie qui a été arrêtée depuis 3 années et qui demeure donc dans les bureaux, qui n'est pas mise en œuvre. Il y a la nécessité d'une mise à niveau technologique significative des centres de la formation professionnelle, tant dans le secteur public et privé, et il y a une forte nécessité de recycler les formateurs. Sixième axe, c'est la mise en œuvre du système de la formation universitaire de la recherche. Le principe qui m'anime toujours, c'est défendre la pérennité et la gratuité de l'enseignement public, mais aussi la crédibilité et la qualité de l'enseignement privé. Il faut mettre en œuvre la réforme déjà arrêtée au moins depuis 1 année, la réforme des formations universitaires et de la recherche scientifique à travers l'application des mesures d'allègement du système d'évaluation, la réforme du parcours des formations, l'instauration d'un partenariat public et privé crédible avec des masters appliqués et des licences professionnelles co-construits avec les opérateurs économiques. Il faut promouvoir l'employabilité des diplômes et l'attractivité donc de l'université, améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants, mais aussi les conditions d'enseignement et d'encadrement. Il faut repenser la carte universitaire en privilégiant les spécificités régionales, les regroupements, la reconversion, leur déploiement, et il faut concevoir une stratégie nationale de recherche-développement donnant une large place à des projets co-construits avec le secteur privé. Le septième axe, c'est repenser les relations commerciales internationales qui demeurent axées depuis plusieurs années sur l'Union européenne et sur 3 pays au sein de l'Union européenne. Il faut établir avec l'Union européenne des accords économiques globaux et non pas strictement des accords commerciaux de libre-échange. Il faut intégrer dans ces accords la question de la mobilité des personnes, la question de la coopération scientifique, technique et réduire l'extrême dépendance et concentration sur l'Union européenne. Il y a une 8e réforme à mettre en œuvre et qu'on est capable de mettre en œuvre dans un délai raisonnable, celle de la fiscalité. Il y a un conseil supérieur de la fiscalité, à Abdelrahman, qui a, me semble-t-il, identifié des pistes de réforme assez intéressantes et assez consensuelles. Il faut juste avoir le courage politique de les mettre en œuvre. Il faut également une réforme consensuelle du code de l'investissement au service des stratégies sectorielles
public et privé à concevoir et non pas au service d'intérêts privés, avec surtout le principe de choix sectoriel et de conditionnalité dans l'octroi des exonérations fiscales, des conditionnalités du type effort à l'exportation, effort à l'emploi, au développement régional, etc. Il faut adopter une politique durable et futuriste d'aménagement du territoire, désenclaver les régions de l'intérieur, soigner l'attractivité des entreprises et la rétention des personnes. Et enfin, il faut aboutir à travers un effort culturel, éducationnel, managérial, à asseoir un système de valeurs, une échelle de référence, promouvant le respect des droits, l'accomplissement des devoirs, la culture du travail et de citoyenneté, l'impartialité et la neutralité des institutions, la redevabilité des responsables et le dialogue permanent et organisé, je parle du dialogue social, permanent et organisé comme une culture de travail et d'entreprise et comme une institution. Je crois que je suis donc dans les délais. Maintenant.